Très bien. Donc Guillaume de Roquemorel, je suis effectivement un des cofondateurs d'Artefact. Alors Artefact, c'est une jeune entreprise, on a un peu plus de 2 ans maintenant. On aide les annonceurs à mettre en place toutes leurs innovations liées à la donnée. Et donc avec un métier autour de la technologie, un métier autour du média et un métier autour de la création. C'est un peu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc je vais passer assez rapidement, parce que je crois que mes amis de Buzzman ont déjà pas mal défloré le sujet, mais effectivement, moi, je suis un jeune millennials, enfin un vieux millennials en fait, et quand j'étais gamin, on parlait des pubs à la récré, et c'était culture pub, et tout le monde appréciait les écouter. Aujourd'hui, dire qu'on est publicitaire dans un dîner, c'est plus vraiment le truc, et au contraire, les gens vous disent, mais il y a vraiment des gens qui cliquent sur les trucs que vous mettez, et tout le monde a installé un adblock. Donc, effectivement, c'est plus tellement le buzz, et en fait, la technologie a échoué. C'est quand même une des rares industries dans laquelle la technologie a échoué à rendre le métier de publicitaire plus pertinent, plus intéressant. Alors, il y a une autre industrie qui a eu affaire à peu près les mêmes problèmes il y a quelques années, et ça s'est pas que bien passé pour eux. Et c'est un peu dans le même domaine dans l'entertainment, c'est la musique. Et en fait, une des choses que j'ai trouvé intéressante, on était à Cannes la semaine dernière, c'est que la pub est presque rentrée en guerre contre ses consommateurs, contre les clients, de la même façon que la musique a fait des procès à Napster et à des dizaines de milliers de personnes qui avaient téléchargé illégalement un MP3 il y a 10 ou 15 ans. Le Grand Prix, je ne sais pas si on en a sans doute parlé un peu plus tôt, j'étais pas là, mais le Grand Prix film Harvey Nichols qui nous parle des gens qui font du vol à l'étalage dans les magasins, c'est quand même un signe d'arrogance extrême. Moi, consommateur, déjà, pourquoi je devrais m'intéresser au shoplifting chez le retailer? Et est-ce que si je prends pas ma carte de fidélité, ça veut dire que je suis quelqu'un qui va voler? Enfin, quand même j'ai trouvé ça assez choquant. Je sais pas si partagez mon analyse. Alors en fait, il y a quand même dans la pub, il y a quand même des gens qui ont réussi. Il y a quand même des gens qui ont réussi. Quand on regarde les formats les plus pénibles, quand on demande aux consommateurs quels sont les formats les plus pénibles, ils répondent effectivement le pop-up. Alors le truc qui me saute au visage dès que j'arrive sur un site, ça c'est plus acceptable. La bannière, ça fait plus vraiment plaisir aux gens non plus. La vidéo en pré-roll, franchement, est-ce que vraiment j'ai envie de regarder, même si il a été aussi primé, le clip de Silly Bang avec un type qui danse pour me vendre un nettoyant ménager avant de regarder un clip de Cyprien, je suis pas convaincu non plus. En fait, il y en a un qui a bien sorti son épingle du jeu et qui est là depuis très longtemps, qu'on n'a pas trop regardé, c'est Google. Google, en fait, personne n'est choqué par les liens sponsorisés. Ça, pour nous, c'est un peu le signe de l'humilité. Pour les marques et pour les créatifs, vient le temps de l'humilité. La pub la moins belle, la pub la moins émotionnelle, la pub qui vraiment est la plus insignifiante, c'est celle que les consommateurs veulent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à la recherche d'une information et donc ils disent j'accepte maintenant qu'une marque me parle, je cherche un hôtel, oui, accord, j'ai le droit je t'autorise à venir me proposer tes offres d'hôtel à Barcelone ou je ne sais où. Donc ça, c'est quand même un phénomène qui est intéressant. Et en fait, c'est un peu notre thèse de départ. C'est de dire, j'ai écouté quelques-unes des campagnes, à chaque fois on commence par l'insight. Alors donc on dit, il y a un truc, il y a un angle d'attaque qu'on veut prendre, et puis on fait toute une campagne là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on fait un insight? Pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas 10, 50, 100 ? Finalement, alors Nescafé, je le dis pour la plaisanterie, mais moi j'habite rue Saint-Denis, je n'ai pas forcément envie de rencontrer tous mes voisins, donc c'est pas forcément le bon insight pour moi, mais en revanche il y a sans doute d'autres choses qu'on pourrait me raconter. Donc la thèse derrière notre approche de la créativité chez Artefact, c'est de dire en fait, il y a beaucoup d'insights, il y a beaucoup de raisons d'explications rationnelles de consommation, et il n'y a aucune raison, en revanche, de ne pas tous les exploiter. Alors, ce qu'on produit, nous, c'est des briefs créatifs, matriciels, comme ce que vous voyez à droite, et en fait, on n'en produit pas un, on en produit des dizaines, donc dans les premières campagnes qu'on a lancées récemment, entre 30 et 50. Et on regarde ça en 2 étapes.
Une première étape d'observation sur laquelle je vais passer vite, que vous connaissez déjà, c'est effectivement comprendre la marque, sa catégorie, les attentes des consommateurs par rapport à nos produits. On met en regard de ces considérations de marque toutes les cibles, et sur chacune des cibles, les différents insights, leurs différentes raisons d'achat, les raisons derrière leur comportement d'achat. Et en fait, quand on croise ces deux aspects, on obtient cette matrice dans laquelle je vais vous faire rentrer, qui est une matrice issue de la campagne de Samsung du S7, et qui crée une diversité de messages, une diversité de contenus qu'on va pouvoir présenter à nos consommateurs en essayant le plus possible, et cette fois-ci avec humilité, de ne pas leur raconter une histoire forcée qu'on aurait imaginée dans une salle de brainstorming, mais d'être à leur service. J'ai mis cette petite, non mais vous la voyez pas, il y a une petite nonne infirmière en fond, la marque au service de son consommateur, à son chevet. Donc la partie marque, effectivement, qu'est-ce qu'on a comme données? Alors il y a les choses que vous avez déjà installées, les marques ont des plateformes, elles ont une histoire, elles ont un ADN. L'idée pas de jeter ça à la poubelle et de repartir de zéro et de rien. Donc cette plateforme de marque, c'est souvent un de nos inputs. Les panels consommateurs, les différentes études, la veille sociale aussi, dans laquelle on peut tirer des informations. C'est pas l'unique source de données que vous devez exploiter, évidemment, parce que les consommateurs qui s'expriment sur le social sont pas forcément, c'est pas tout le monde, c'est pas l'ensemble de la population. Vos positionnements produits. Et alors ça vous permet de faire les lignes de ma matrice. Donc j'ai un ADN, un territoire de marque, je peux en parler, ça fait 1, 2, 3 lignes. J'ai des produits, ils ont des caractéristiques, des spécificités, ils ont un positionnement de marché, des éléments différenciants par rapport à la concurrence. Je peux parler de ces différents aspects. J'ai des services, j'ai tout un tas de valeurs que je peux communiquer. Donc ça, c'est mes lignes. Ensuite, en colonne. Alors en colonne, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'aller chercher mes insights conso. Mes insights conso. Et donc, en fait, la donnée, j'entendais Paramount qui disait, en fait, on n'en a pas tant que ça. Moi, je trouve que c'est un peu l'inverse. C'est un peu la nouvelle fée clochette, quoi. En fait, tout le monde en a plein. Tout le monde en a plein. L'enjeu, c'est évidemment de l'exploiter, enfin de la réunir et de l'exploiter. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec nos annonceurs. Et donc, je vous donne quelques exemples de sources, mais je pense que vous avez tous des sites web qui ont des dizaines ou des centaines de milliers de visiteurs, et vous savez exactement ce que font vos utilisateurs sur ces sites. Une première source de données, comportement. Sur vos sites. CRM, pour ceux qui en ont, alors effectivement Paramount n'en a sans doute pas ou plutôt peu, mais pour les retailers, vous savez exactement les comportements d'achat. Vous êtes Carrefour, vous savez quand est-ce que j'achète des lasagnes et quand est-ce que je vais manquer de papier hygiénique. Le média, c'est un truc qui est peu utilisé. On dépense des millions d'euros en médias, on montre des contenus à nos consommateurs. C'est une donnée très riche de connaissances clients. J'ai montré une pub, cette pub elle me dit des choses, comment a réagi mon consommateur. La vidéo, je peux savoir exactement ce qu'il a regardé, jusqu'où il est allé, où est-ce qu'il s'est arrêté. C'est une donnée qui est finalement très riche, qui est aujourd'hui inexploitée. Et ensuite, il y a effectivement tous ceux qui vendent leurs données, donc second party, les publishers, ou third party, les grands acteurs qui font du brokerage de données consommateurs. En fait, quand on prend toutes ces sources, l'idée derrière, c'est d'essayer de retrouver les groupes qui sont à la fois très homogènes et très différents. À Cannes, mais l'année dernière, il y avait dans les jeunes, là, sur les essais, quelqu'un qui avait dit quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. En fait, on a fait une grosse erreur en tant que publicitaire. On a toujours cherché les idées universelles qui rassemblaient. En fait, ça n'a aucun intérêt. On va plutôt chercher les choses qui différencient les gens. On va chercher ce qui les distingue. Et quand on est au service de son client, si vous imaginez le meilleur marketeur, c'est le vendeur dans son magasin, il ne raconte pas l'histoire magnifique de Just Do It et tout. Il essaie de comprendre ce que la personne en face de lui veut et essaie de lui dire. Eh bien, c'est retrouver en fait ce qui distingue les consommateurs, ce qui les rend différents. Alors on ne va pas le faire à l'individu évidemment, ça aurait peu de sens, ce serait très compliqué, en tout cas à ce stade. Mais en tout cas, on va essayer de le regrouper et de trouver ces insights. Donc là, pour Samsung, on en avait 7-8. Je ne vais pas vous les passer tous en revue. Voilà à quoi ça ressemble. En fait, en gros, on produit cette matrice. Vous voyez, il y a 32 créas en fait.
Samsung, pour le lancement du S6, ils avaient 2 messages. Cette année, pour le S7, ils en avaient 32 qui suivent les différents focus et les différents insights de consommation. On l'a fait aussi chez d'autres clients comme Danone, qui a en plus un message serviciel et un message transactionnel de coupons, et chez différents types d'annonceurs. Je voulais juste vous montrer les 3 sujets sur lesquels nous on travaille à partir de ça. Les 3 grands enjeux pour la suite, c'est de dire data-driven storytelling. En fait, quand j'ai 50 contenus, en fait, il faut que je raconte une histoire. J'ai 50 contenus très précis, avec des messages très simples. Il faut que j'arrive à les assembler comme des pièces de Lego pour construire une histoire qui va du coup dépendre de chacun de mes consommateurs. Donc ça, c'est la prochaine étape. Le directeur de création remplacé par un robot. Continuous creation. Nous, on pense que la notion de campagne est morte. Pourquoi est-ce qu'on produit des contenus et qu'ensuite on les diffuserait pendant 6 mois? En fait, il faut produire continuellement, là, la matrice que je viens de vous montrer. En digital, vous avez les résultats et les réactions de tous les consos en temps réel, quasiment. Vous pouvez en fait la réadapter de façon continue et produire des campagnes un peu fil rouge. Et Creativity at Scale, évidemment, l'enjeu derrière tout ça, c'est de le faire à un coût relativement bas. Et donc 32 créas, ça ne veut pas dire 32 fois le prix que je dépensais avant auprès de mon agence de pub. Et ça, la technologie est effectivement là pour vous aider à mettre ça en place. Voilà, c'était pour Artefact. Merci beaucoup.